Donc, bonjour, docteur Nakache. Merci d'avoir accepté notre invitation et du temps que vous nous accordez pour nous parler de l'exacerbation. Je vous laisse la parole et je vous laisse partager l'écran. Merci à vous, docteur Nakache. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un peu un moment particulier parce que c'est la première fois que je fais une présentation sur les exacerbations aiguës de fibrose pulmonaire idiopathique à des patients. Et donc, c'est un peu particulier. J'en ai fait des dizaines et des dizaines des présentations sur les exacerbations. Donc, du coup, bon, le temps nous est compté. Je n'ai pas beaucoup changé mes diapositives de présentation, mais bien sûr, mon vocabulaire, ma façon de le dire va être adapté. Et puis, le plus simple, c'est d'imaginer que j'ai un patient devant moi. Bon, là, j'en ai pas un, j'en ai, je crois, plusieurs, 10 ou 15. Et donc, voilà, je vais m'adapter à ça et j'espère y arriver. J'espère que vous voyez mon écran. Et donc, vous le voyez, donc c'est bon. Et donc, un peu plus que la fibrose pulmonaire idiopathique, puisque maintenant vous avez changé aussi de dimension et vous êtes sur la fibrose pulmonaire en général, on va pouvoir parler des exacerbations de toutes ces pneumopathies interstitielles fibrosantes et de toutes les fibroses pulmonaires. Alors, j'ai bien sûr, comme de rigueur, des liens d'intérêt. J'ai beaucoup travaillé avec les laboratoires, notamment qui font des antifibrosants, mais pas que. Et donc, je me dois de vous les mettre. Et je vous mets cette diapositive que vous connaissez peut-être, qui est une diapositive sur les classifications des pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes. Et quand vous avez été pris en charge au départ, alors j'imagine qu'aujourd'hui, dans l'auditoire, vous n'êtes que des patients qui ont des fibroses pulmonaires idiopathiques et qu'il n'y a pas encore de patients qui ont d'autres pneumopathies interstitielles fibrosantes. Et donc, dans la démarche diagnostique de votre maladie, on a recherché une cause. Et parmi les maladies de fibrose pulmonaire avec des causes, il y a les causes médicamenteuses, les pneumoconioses, c'est les maladies respiratoires professionnelles, les PHS qu'on appelle pneumopathie d'hypersensibilité, c'est quand on a une exposition et qu'on fait une réaction allergique, alors que dans les toxicités professionnelles, c'est des réactions toxiques. On agresse le poumon, alors que la pneumopathie d'hypersensibilité, c'est une agression qui fait suite, qui va se suivre par une réaction exagérée de l'immunité des patients. Et puis, bien sûr, les pneumopathies interstitielles les fibroses pulmonaires liées à des maladies auto-immunes qu'on appelle connectivité ou vascularité. Et donc, on a fait cette démarche chez vous. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'effectivement, ces maladies-là sont aussi concernées par ce qu'on appelle l'exacerbation aiguë dont on va parler. Et à côté de ça, vous avez toute une partie des maladies dites idiopathiques. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais je pense que oui. Et vous avez parmi elles, la plus importante, la fibrose pulmonaire idiopathique, mais aussi la pneumopathie interstitielle non spécifique. Donc, si vous avez un long cheminement diagnostique, vous avez entendu parler de ces noms-là. Et donc, c'est ceux-là dont on va parler principalement sur les exacerbations. Alors, vraiment, le préambule, c'est que la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est la mère de toutes ces fibroses pulmonaires que vous allez intégrer aujourd'hui dans votre association. Et si elle s'intègre aujourd'hui dans votre association, c'est parce que c'est bien la FPI qui est l'exemple et sur lequel on a le plus travaillé et le plus d'études, notamment dans les exacerbations. On va parler de définition, qu'est-ce qu'une exacerbation, de critères diagnostiques, comment on fait les exacerbations, qui ça concerne, l'épidémiologie, combien de malades par an, quand on a une FPI, quelle est la fréquence d'exacerbation, comment on traite cet épisode et quel est le pronostic de cet épisode. Alors, l'exacerbation, la définition, c'est un malade qui va cliniquement, c'est-à-dire c'est les symptômes, c'est vos symptômes, la toux, l'essoufflement, qui vont s'aggraver de façon aiguë, ce n'est pas une aggravation progressive, et avec
comme vous pourrez le voir et vous pouvez l'imaginer maintenant, si vous avez déjà un historique de présentation, vous avez dû voir beaucoup de scanners de fibrose pulmonaire idiopathique. Et donc, c'est caractérisé par des nouvelles opacités alvéolaires, c'est-à-dire du parenchyme et du poumon. Et donc, ce que vous avez ici dans cette image, normalement, si vous vous rappelez bien de ce qu'on vous a montré, probablement vous avez vu que les fibroses pulmonaires, elles se limitent le plus souvent à la périphérie du poumon. Et ici, ce que vous voyez, c'est une image ronde, un peu supplémentaire, c'est bilatéral. Donc, c'est une image qu'on appelle là en verre dépoli, c'est-à-dire que vous voyez une sorte de grisaille, mais vous imaginez le poumon en dessous. C'est ça qu'on appelle le verre dépoli. Si vous participez à nos topos, vous entendez souvent parler de ce terme-là. Et ces exacerbations, ces poussées, ces aggravations aiguës cliniques, elles peuvent être idiopathiques, c'est-à-dire on ne connaît pas la cause, ou alors il peut y avoir un facteur déclenchant, et là c'est très très intéressant, parce qu'il faut que vous connaissiez les facteurs déclenchants. En dehors du fait de connaître les symptômes qui vont vous amener à dire à votre médecin, hey, là ça ne va pas, il faut faire quelque chose, c'est les symptômes qui vont vous évoquer éventuellement cet événement. Il faut connaître les facteurs déclenchants, et ça c'est un peu nouveau, parce que auparavant on disait que toutes les exacerbations n'avaient pas de cause ou de facteur déclenchant. Et donc, les critères diagnostiques qu'on va utiliser, d'abord il faut qu'on ait vraiment une fibrose en dessous. Si on n'a pas de fibrose, on n'a pas d'exacerbation. Certains d'entre vous sont peut-être rentrés dans la maladie à l'occasion de cet épisode. C'est-à-dire que soit on a une fibrose connue et on va faire cette poussée et il faut qu'on ait la fibrose connue, soit on rentre dans la maladie avec une poussée, on est trop essoufflé pour rester à la maison, on rentre à l'hôpital et à l'hôpital on nous dit, vous aviez quelque chose en dessous dont vous n'êtes pas rendu compte ou peut-être que vous avez sous-estimé vos symptômes d'essoufflement, etc. Premièrement, il faut quand même avoir une fibrose. Il faut que l'aggravation et que l'apparition de cet essoufflement soit dans les 30 derniers jours, typiquement. Encore une fois, la différence entre une progression de la fibrose pulmonaire, comme on sait qu'elle peut progresser, et une aggravation aiguë, c'est vraiment le temps. C'est-à-dire, j'étais bien le 13 mai et le 16 juin, je ne vais pas bien. Et ce n'est pas une aggravation progressive, c'est vraiment relativement brutal. Et après, on va discuter un petit peu de ce que ça doit nourrir chez vous comme attitude, ce que ça doit susciter chez vous comme attitude. Sur le scanner, HRCT, c'est le scanner, haute résolution, computed tomography, c'est le scanner. Il faut qu'il y ait des nouvelles opacités, il faut que nous, on voit des nouvelles opacités. Et une des caractéristiques de ces nouvelles opacités que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'elles soient bilatérales. Alors, je ne sais pas à quel point vous pouvez vous imprégner de ces connaissances pour avoir un regard critique sur ce que vous disent les médecins derrière. Mais nous, on apprend aux médecins de dire, si vous avez une opacité unilatérale sur une fibrose, ce n'est pas une exacerbation, c'est une infection. Donc, vous pouvez avoir cette connaissance-là et de dire, je ne vais pas bien, je suis plus essoufflé, je tousse plus, vous avez dit que j'avais des nouvelles opacités, sont-elles des deux côtés ou est-ce qu'il y a un seul côté? Comme type d'opacité, le VD, ça s'appelle le verre dépoli. Donc, vous avez entendu parler de ça très probablement. C'est vraiment, c'est une grisaille, c'est-à-dire on voit à travers le verre dépoli. Si vous prenez un verre et vous le frottez, vous le grattez avec un grattoir, vous créez un flou, mais vous voyez quand même à travers. Et l'autre image, c'est la condensation, c'est-à-dire que là, vous avez du poumon qui devient tout blanc et vous ne voyez rien. Vous ne voyez plus les bronches derrière, vous ne voyez plus les vaisseaux. C'est la différence. Ça ne suggère pas une gravité. C'est des processus peut-être un peu différents. Et cette aggravation, elle ne doit pas être expliquée, ne peut pas être expliquée par une insuffisance cardiaque. IVG, c'est insuffisance ventriculaire gauche, ou une surcharge hydrosodée de sodium et d'eau, ça revient à peu près au même. Pourquoi je dis ça? Pourquoi on écrit ça? Parce que quand on a tout et n'importe quoi, même si on n'a pas de fibrose, et qu'on a tout d'un coup des nouvelles images dans les deux poumons qui sont de ce type-là, la première hypothèse, c'est l'insuffisance cardiaque. On met de l'eau dans le poumon. Et donc, pour dire c'est une exacerbation, c'est pas de l'eau dans le poumon, il faut l'éliminer. Et on va voir comment on va l'éliminer par la suite. Alors, quelle est la fréquence
Ça aussi, c'est important que vous sachiez. Alors, ça, ce sont des incidences. Ça vous concerne pas complètement à titre individuel. Une incidence, c'est quand j'ai 100 patients que je suis pour une FPI, combien je vais avoir de nouveaux événements dans l'année d'exacerbation. Donc, globalement, on dit que c'est 5 à 10% d'exacerbation par an dans l'incidence. On ne peut pas faire le parallèle avec le risque que vous prenez, le risque que vous avez de faire une exacerbation. Ce n'est pas exactement comme ça. La statistique, c'est plus compliqué que ça. Donc, prenez pour ce que c'est, mais il ne faut pas que vous utilisiez ça pour votre ressenti personnel du risque que vous avez de tous les jours d'avoir une exacerbation. Donc 5 à 10%, quand on a une FPI, si on prend 100 FPI, il y a 5 à 10% des malades, 5 à 10 des malades qui vont faire une exacerbation dans l'année. Pour toutes les autres fibroses ont une incidence moindre, et c'est pour ça que ça a été plus étudié dans la FPI, c'est parce que c'est dans cette maladie que c'est le plus fréquent. Alors, voilà la partie très importante, qui sont les facteurs déclencheurs. Qu'est-ce qui peut bien déclencher cet événement chez les patients? Alors, au début, en 2007, a été décrit la première fois cet événement, et on avait dit, on ne sait pas, il n'y a pas de cause. Et après, comment on a fait connaissance avec ces causes? En étudiant un peu les séries de malades. Il y a deux types d'études en médecine. Il y a les études dites rétrospectives de série, qui ne sont pas des études de très bonne qualité scientifique, mais qui sont très informatives, malgré tout, sur ce qui peut se passer chez un malade. Et puis, il y a les études prospectives, où on fait les choses très proprement, comme les protocoles thérapeutiques auxquels vous pouvez participer, où là, il y a un rythme très précis. Et ça, c'est très souvent des études de très bonne qualité scientifique, mais on a du mal à avoir des informations rapides sur l'histoire d'une maladie. Donc, grâce aux séries, grâce à l'étude de vos dossiers rétrospectivement, d'une centaine de dossiers de fibrose pulmonaire idiopathique, on peut mettre en évidence certaines anomalies et certaines histoires clés dans votre maladie. Donc, quels sont les facteurs déclenchants? Qu'est-ce qui peut déclencher cette poussée aiguë de la maladie? La première chose, c'est que ces poussées aiguës, ces exacerbations, surviennent principalement en hiver. Ça, c'est la première fois que je me suis intéressé à ce sujet. C'était maintenant vers 2010, et j'étais à l'hôpital Avicenne à l'époque. Et on a étudié la trentaine d'exacerbations qu'on avait. C'était un événement un peu nouveau pour nous. Et on a vu que ça survenait entre novembre et avril, et que ça survenait surtout en hiver. On n'est pas les seuls à l'avoir fait, parce que quelques années plus tard, vous voyez, un an plus tard, les Coréens ont montré des choses identiques. Et donc, il y a une variation saisonnière de cet événement. Et on pense que c'est très probablement, alors est-ce que ça peut être le froid? On a fait l'hypothèse que c'était une infection virale préalable, hein, une grippe, un rhinovirus, n'importe quel virus qu'on aurait plus fréquemment l'hiver, dont on guérirait, mais qui aurait créé dans notre poumon une sorte d'étincelle qui va faire l'exacerbation 3 semaines, 1 mois après. Donc, on pense que l'infection joue un rôle. Il y a une augmentation, vous savez, beaucoup d'entre vous étaient sous corticoïdes avant, maintenant il n'y en a plus beaucoup, mais certains d'entre vous doivent quand même prendre des corticoïdes à cause de la toux. Et ces corticoïdes, même à 10 mg, favorisent le risque d'exacerbation. Et les corticoïdes, comme effet indésirable principal, c'est l'immunodépression, c'est diminuer l'immunité parce que ça joue sur les défenses immunitaires. Et donc on pense que les exacerbations sous corticoïdes, c'est probablement lié à des infections passées inaperçues. Et enfin, on a passé une période de Covid. Vous savez que la filière Respifil, le centre de référence, a repris tous les Covid survenant dans le cadre des maladies rares et a publié un article sous la houlette de Vincent Cotin. Et donc, il y a des descriptions
d'exacerbation juste au décours à peu près un mois après le Covid. Donc ça, on est sûr que les malades ont fait le Covid, puisque autant les grippes, on ne les diagnostique pas l'hiver. Hein. Personne ne va vous chercher l'aspiration nasopharyngée. Quand vous toussez, vous allez voir votre médecin. Autant le Covid, on a été très très loin après la première vague pour diagnostiquer formellement les Covid. Et on a eu des exacerbations à peu près un mois après les épisodes de Covid. Donc, quelles conséquences pour vous de connaître ce facteur déclenchant? C'est simple. Il y a la période Covid où on a dû mettre des masques. Vous devez mettre des masques en public. Vous devez mettre des masques dans les transports publics. Vous devez avoir une hygiène des mains parfaite. Vous devez être vacciné contre la grippe, le pneumocoque. Et vous devez ne pas être visité par des gens malades ou ne pas visiter des gens malades pour éviter les infections virales si cela est possible. Le deuxième élément déclenchant dans des virus et des infections, c'est la pollution. Et là, vous n'êtes pas trop familiarisé peut-être avec ces diagrammes, mais là, quand on est à gauche de la ligne verticale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque, avec les agents qui sont signalés ici. Quand on est à droite, ça veut dire qu'il y a un risque. Et vous voyez que l'exposition à l'ozone est un facteur déclenchant de l'exacerbation. Ils ont comparé des patients qui exacerbaient, des patients qui n'exacerbaient pas, et puis ils ont comparé au moment de l'exacerbation, autour du temps de l'exacerbation, leur exposition à l'ozone, et ils voyaient qu'il y a une surexposition à l'ozone. Alors il n'y a pas que l'ozone, il y a le dioxyde d'azote, puis dans d'autres études, il y a les particules fines. Donc vraiment, on pense que la pollution est un facteur déclenchant d'exacerbation. Alors, vous savez, la pollution, c'est très connu pour aggraver les symptômes des patients insuffisants respiratoires. Les bronchites chroniques du fumeur, les asthmatiques, c'est très connu pour aggraver ces symptômes. Et donc, c'est logique que ça vous aggrave vos symptômes, c'est-à-dire vous sentir moins bien, mais surtout parce que se sentir moins bien, ce n'est pas très très grave si on sait qu'après avoir passé la période de pollution, on va aller mieux. Mais là, ce n'est pas se sentir moins bien, c'est déclencher chez vous, chez les patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique, un événement qui est autonome de la pollution après, qui va s'autonomiser, qui va être une poussée de cette maladie. Un autre élément important, déclenchant, c'est le reflux gastro-œsophagien. Certains d'entre vous ont des symptômes de reflux gastro-œsophagien qui correspondent à des brûlures qui partent de l'estomac et qui remontent derrière le sternum et qui vous brûlent un petit peu le pharynx et qui même peuvent vous faire tousser en ayant conscience que c'est le reflux qui vous fait tousser, avec une toux qui après peut partir du fait de la fibrose et peut un peu avoir des difficultés à se calmer. Donc il a été montré, suggéré que le fait d'avoir un reflux gastro-œsophagien fait qu'on inhale des petites des éléments de l'estomac, notamment de la pepsine. Donc le tableau se figure de droite. Il y a des patients qui ont fait une exacerbation, ils ont regardé dans les bronches, hein. Les gens sont allés faire des lavages broncho-alvéolaires, vous connaissez ce terme, ils sont allés doser la pepsine. La pepsine, il n'y en a que dans l'estomac. Et puis ils ont trouvé de la pepsine finalement dans le poumon. Donc ils se sont dit, c'est de la pepsine qui vient de l'estomac, qui va dans le poumon. Et donc ils se sont dit, ces malades font une exacerbation du fait du reflux gastro-œsophagien. Et ce suc gastrique qui vient dans le poumon, eh bien, il va créer cette étincelle, toujours la même étincelle, qui va faire cette poussée de la maladie. Alors, ensuite, vous avez comme facteur déclenchant la chirurgie, toute chirurgie. Je donne l'exemple ici de la chirurgie pour cancer parce que c'est ce qui a été le plus étudié, notamment par les Japonais. Et alors là, ça sort du champ de la fibrose pulmonaire idiopathique. Les Japonais sont des exemples de recueil de données qu'ils ont sur leurs malades. On ne sait pas faire ça. Ils ont repris 42 000 chirurgies pour cancer. Ils ont fouillé les dossiers, ils ont trouvé qu'il y avait 6% de gens qui avaient ce qu'on appelle des PID, des pléopathies interstitielles diffuses. Donc là, c'est plus que des fibroses pulmonaires idiopathiques, c'est toutes PID confondues. Et après l'opération, ils avaient près de 9% d'exacerbation. C'est-à-dire, je vous le rappelle, c'est l'incidence annuelle.
l'incidence annuelle, là, elle arrive juste après la chirurgie. Donc vraiment, on augmente franchement le risque par l'exacerbation. Et là, les exacerbations surviennent dans les 10 jours post-opératoires. Ça, c'est le temps. Le malade est opéré ici, on le suit, J1, J2, J3, et la majorité des exacerbations surviennent dans les 10 jours. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut que vous connaissiez, parce que nous, on doit prendre en compte ce risque-là pour décider d'une intervention, notamment lorsqu'il y a un cancer du poumon. Et donc, vous devez participer à cette décision et connaître les tenants et aboutissants. Donc, nous, comment on décide qu'un malade qui a un cancer du poumon, qui a une maladie grave, sur une fibrose pulmonaire qui a une maladie grave, peut être opéré de ce cancer du poumon en diminuant les risques d'exacerbation? Eh bien, on prend en compte certains facteurs de risque. Et puis, on va dire au chirurgien, OK, vous pouvez enlever le cancer, mais le volume de résection, le volume de poumon que vous enlevez doit être le plus limité possible. Or, on sait que pour être efficace sur un cancer du poumon, il faut que le volume retiré soit suffisant. Donc, il y a un dilemme. On doit régler ce dilemme. On doit discuter avec le chirurgien. On doit discuter avec vous. C'est-à-dire qu'on décide de vous opérer pour vous donner la chance de guérir, parce que c'est le meilleur traitement de guérison du cancer, c'est la chirurgie, mais il y a un risque d'exacerbation grave. Et donc, pour limiter le risque, on a décidé de faire une résection plus petite qui vous fait prendre un risque de récidive plus grand, mais moins de risque d'exacerbation. Donc ça, c'est ce on travaille tous les jours avec vous, le rapport bénéfice-risque. Alors, on prend d'autres choses en compte, hein, le volume de résection, les hommes font plus d'exacerbations, les gens qui sont plus graves avec une capacité vitale basse font plus d'exacerbations, ceux qui ont déjà fait des exacerbations, et puis ceux qui ont des corticoïdes, ceux qui ont un aspect radiologique un peu particulier. Je pense, si vous avez assisté à des présentations, que vous avez entendu parler des pléopathies interstitielles communes, c'est-à-dire les images où il y a du rayon de miel, des kystes importants. Ceux qui ont des kystes importants les uns à côté des autres, qui s'appellent du rayon de miel, ont plus de risques d'exacerbation. Donc ça, vous n'avez pas la main là-dessus. Si, vous pouvez toujours discuter et réfléchir avec vos médecins, mais c'est vraiment très professionnalisé comme gestion du risque. D'accord ? Je reviens, parce que je suis allé un peu vite, sur les deux éléments. Je reviendrai après sur ces deux éléments. Enfin, les autres facteurs déclenchants, c'est tout geste. La fibroscopie, quand on décide de faire une fibroscopie à un malade, on risque de faire une exacerbation. Quand on fait une biopsie pulmonaire, peut-être certains d'entre vous ont eu leur diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique par la biopsie pulmonaire. Quand on fait une biopsie pulmonaire, il y a un risque d'exacerbation. Quand on fait de la radiothérapie, de la chimiothérapie, il y a un risque d'exacerbation. Donc, vraiment, nous, c'est à nous de connaître ça. Vous aussi, vous pouvez être éduqué à ça. Alors, pourquoi être éduqué ? On est éduqué parce que, à partir du moment où on connaît les facteurs déclenchants, on peut prendre ou participer au fait de ne pas être confronté à ces facteurs déclenchants. Donc, on a vu comment ne pas être confronté à l'infection. Ce dont on n'a pas parlé, c'est comment ne pas être confronté à la pollution. Eh bien, vous devez de vérifier, comme nous tous d'ailleurs, hein, aujourd'hui, demain, ça va être ça. Et d'ailleurs, on a l'information par AirParif ou par les informations des pollutions. Vous devez de vérifier qu'il n'y a pas une pollution importante lorsque vous décidez de faire une activité physique en extérieur. Une activité physique soutenue, j'entends. Et si le taux de pollution est anormalement élevé, il ne faut pas faire votre activité physique intensive. Il ne faut pas faire votre sport, même si on vous a dit que la réhabilitation, c'était le meilleur traitement pour vous. Là, il faut le faire en intérieur. Il ne faut pas sortir dans les gros pics de pollution pour faire son activité physique. Pour ce qui est du reflux gastro-œsophagien, le reflux gastro-œsophagien, comment l'éviter ? En fait, il y a des médecins qui s'imaginent qu'il faut traiter tout le monde avec des traitements du reflux gastro-œsophagien. On a des traitements du reflux gastro-œsophagien qui sont le Mopral, les oméprazole, l'oméprazole, le lansoprazole. Certains d'entre vous ont ces médicaments. Et
il faut donner ce traitement qu'en cas de certitude de reflux gastro-œsophagien. Quand on n'a pas la certitude, il n'y a pas d'indication à le mettre. Mais c'est avec ces traitements-là, quand on a un reflux gastro-œsophagien, qu'on va éviter qu'il y ait un facteur déclenchant, que le reflux déclenche une poussée aiguë de la maladie. Alors, là, je vais vous parler, non pas des facteurs déclenchants, c'est-à-dire des événements qui surviennent, qui vont faire l'étincelle, mais quels sont les patients qui, de par leur être, c'est-à-dire de ce qu'ils sont, les facteurs favorisants, les facteurs de risque, est-ce que les hommes font plus d'exacerbations? Est-ce que les femmes? Est-ce que les fumeurs? Il y a un sujet très intéressant dans la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est que nous, en tant que pneumologues, on a suivi des dizaines de malades, des centaines de malades qui étaient insuffisants respiratoires dus à des bronchites chroniques avec de l'oxygène, dont certains poursuivaient leur tabagisme. Je n'ai jamais connu un seul malade qui a une fibrose pulmonaire idiopathique qui a poursuivi son tabagisme. Donc, il y a vraiment soit un psychisme différent, soit quand même une tolérance au tabac très différente entre un malade qui a une bronchite chronique et un malade qui a une fibrose pulmonaire idiopathique. Ça, c'était une parenthèse. Et donc, qui va faire plus d'exacerbations? Les fumeurs, les hommes, les femmes, les gros, les pas gros, les maigres, etc. Et en fait, le seul facteur favorisant de l'exacerbation, c'est le fait d'être grave. C'est le fait d'avoir une fonction respiratoire basse. Plus on a une fonction respiratoire basse, plus on a un risque d'exacerbation. Et la fonction respiratoire, comment on l'évalue? Eh bien, vous le savez, on l'évalue sur les données de votre exploration fonctionnelle respiratoire, où on regarde la CVF, qui est la capacité vitale forcée, c'est-à-dire le volume que vous déployez quand vous respirez, le volume que vous pouvez inspirer maximal et expirer maximal, ça c'est la capacité vitale forcée. La diffusion du CO, c'est-à-dire la capacité qu'a votre alvéole et vos poumons à capter l'oxygène à travers la membrane. Et puis, vous avez les taux d'oxygène dans le sang, le score de gravité de la fibrose. Certains d'entre vous ont une hypertension artérielle pulmonaire liée à la fibrose pulmonaire, et ça, c'est un risque aussi de faire l'exacerbation, c'est un facteur de risque. Et enfin, un autre facteur de risque, c'est avoir une fibrose qui est en cours d'aggravation et qui progresse petit à petit. Et donc là, on sait qu'à ce moment-là, on est plus vulnérable. C'est assez logique en fait. Quand on est fragile, on est plus vulnérable à l'accident. Et bien là, c'est pareil. Quand on est bas en fonction, quand on se fragilise, on est plus susceptible de faire un accident et une poussée de cette maladie, qui est l'exacerbation. Alors, comment on fait, nous? Ça, c'est l'abord diagnostic. Il y a un peu d'anglais, hein, je suis désolé. J'aurais bien voulu avoir plus de temps pour vous préparer à quelque chose d'adapté, mais j'essaye quand même d'adapter au maximum le discours. Donc, comment on fait quand on a votre maladie, une fibrose, et puis qu'on s'aggrave? Quel est l'abord diagnostic? Vous arrivez vers nous, vous dites je ne respire plus, ça fait une semaine que je ne respire plus. Alors, plus souvent, on vous dit mais d'abord, allez voir votre médecin traitant. Donc, le médecin traitant, il faut qu'il règle le problème en 3 jours. S'il n'a pas réglé le problème en 3-4 jours, il faut que le pneumologue agisse. Il faut qu'il soit au courant. Et la première chose qu'on fait, nous, c'est est-ce que c'est vraiment la fibrose qui est malade ou est-ce qu'il y a autre chose dans le poumon qui fait que ce malade, que vous vous aggravez? Et dans les autres choses dans le poumon, il y a toutes les maladies de la plèvre, c'est-à-dire que l'enveloppe du poumon peut être malade en mettant du liquide ou en mettant de l'air, comme un pneumothorax. Ou est-ce qu'il y a une maladie des vaisseaux? Ce n'est pas le poumon qui est malade, là, c'est les vaisseaux comme une embolie pulmonaire. Donc, notre premier examen, c'est regarder si c'est vraiment ce qu'on appelle votre parenchyme, donc votre poumon qui est malade. Et ça, il n'y a qu'un seul examen, et l'examen est roi, c'est le scanner. Ça, vous en avez passé plein. Le scanner thoracique, c'est l'examen phare pour savoir ce qui se passe dans le poumon. Petite particularité de l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est une maladie des vaisseaux des poumons, et les vaisseaux ne se voient que si on injecte de l'iode. Donc, de temps en temps, dans votre histoire de la maladie,
de votre maladie. On va vous dire, tiens, alors que la plupart de vos scanners, puisque je pense qu'on vous fait actuellement des scanners annuels, la plupart de vos scanners se font sans injection, avec donc aucun risque, si ce n'est trébucher dans la salle, mais vraiment aucun risque. Au moment de l'exacerbation, on fait ce qu'on appelle un angioscanner, on injecte de l'iode, et là, c'est un peu plus invasif qu'un simple scanner, puisqu'il y a une injection intraveineuse. Et grâce à ça, on va voir si dans les vaisseaux, il y a des caillots et il y a une embolie pulmonaire. Une fois qu'on a fait ça, on va se rendre compte que finalement, non, c'est finalement vraiment une maladie du parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire de votre poumon. Et je vous ai dit qu'il fallait éliminer l'insuffisance cardiaque d'abord. Et donc, le jour où vous arrivez, après le scanner, on va vous poser plein de questions pour savoir est-ce que ce n'est pas votre cœur qui est malade. Première question pour savoir si ce n'est pas le cœur qui est malade d'un malade, c'est savoir s'il n'avait pas déjà une maladie cardiaque avant, premièrement. Deuxièmement, quand on a une maladie cardiaque, ça veut dire qu'on met de l'eau. Et vous savez que l'eau, en fait, ça se dépose là où on est le plus bas. Donc, quand on est allongé, on est plus essoufflé quand on a de l'œdème pulmonaire parce que l'eau va principalement dans le poumon. Et quand on est debout, eh ben, l'eau va descendre et va être plus vers le bas du corps. Donc, on peut être mieux debout et moins bien allongé quand on a une insuffisance cardiaque. Et ça s'appelle l'orthopnée. On vous dit, est-ce que vous n'êtes pas plus allongé? Alors, je pense que ça vous parle hein, pour certains. Est-ce que vous n'êtes pas plus essoufflé quand vous êtes allongé que quand vous êtes assis? Et puis, l'examen que vous faites fréquemment, mais qu'il faut absolument faire dans cet épisode aigu, c'est l'échographie cardiaque. Il faut vérifier que le cœur aille bien. Et vraiment, il faut que nos collègues comprennent que l'échographie cardiaque, au moment de cet événement, est une urgence extrême et qu'il faut 24 à 48 heures de la présentation du malade. Enfin, il va falloir qu'on élimine, à l'occasion de cet événement-là, toutes les autres causes qui peuvent mettre des choses dans votre parenchyme pulmonaire, qui peuvent aggraver ou blanchir votre parenchyme pulmonaire de sorte qu'il ne puisse plus respirer, et principalement des infections actives. Alors là, c'est un peu plus fin, c'est-à-dire qu'une infection qui guérit peut provoquer l'étincelle quelques jours ou semaines plus tard pour faire la poussée, mais vous avez beau fouiller derrière, vous ne trouvez pas le microbe. Par contre, une infection active peut donner exactement le même tableau, sauf que quand vous cherchez le microbe, il est là en place. D'accord ? Et ça, c'est une finesse qu'il faut bien comprendre, qui n'est pas facile. Et donc, nous, on va dire, est-ce que c'est une vraie exacerbation et qu'on va fouiller, on ne va pas trouver de microbes, ou alors c'est une infection et quand on va fouiller, on va trouver le Covid, on va trouver la grippe au moment de l'exacerbation, ou on va trouver du pneumocoque. Donc, il faut qu'on élimine ça, parce que vous allez voir que finalement, ce n'est pas exactement le même traitement. Enfin, c'est presque pas le même traitement. Alors maintenant, on va parler du traitement de cette poussée de la maladie. Vous arrivez, vous avez une association, vous connaissez la fibrose pulmonaire idiopathique probablement mieux que quiconque, et vous savez que malheureusement, c'est une maladie rare et que du coup, les études sur les maladies rares sont très compliquées à mener et que les traitements des maladies rares, ça font appel à l'expérience des experts. L'expérience des experts, c'est « Ah, moi je suis un expert, j'en ai vu 10, il y en a 8 que j'ai traités comme ça, ils vont mieux, il y en a 2 que j'ai traités comme ça, ils vont pas bien. » Mais l'expert d'à côté, bah, il a traité différemment. Donc, et puis on mélange tout ça dans un checker et puis on sort une sorte de consensus. Et c'est ce qui se passe pour l'exacerbation. Aujourd'hui, l'exacerbation, il n'y a... Alors attendez, ça je vais passer ça, après je reviendrai. C'est le traitement curatif dont on parle. Aujourd'hui, l'exacerbation, il n'y a aucun traitement qui a fait la preuve de son efficacité. D'accord ? Et donc, les experts disent « Ah, mais il faut mettre des corticoïdes. » Et ben, aujourd'hui, c'est le traitement de référence. Comme on n'a pas du tout la certitude d'avoir éliminé complètement les infections, très souvent, on met des antibiotiques. Je répète, je le dis et je le répète, tout ça est basé sur l'expérience des experts. Ça n'a aucune
valeur réelle scientifique. Deuxièmement, l'intérêt de la cortisone pendant cet événement a été remis en question par les plus grands des experts de cette maladie, par des Grecs, par des Hollandais, par des Américains, et donc qui ont dit oh, on fait ça depuis des années et des années, mais peut-être que ce n'est pas efficace. Regardez, et puis ils ont sorti des séries de mauvaise qualité dans l'analyse statistique qui ont dit effectivement sous corticoïdes c'était moins bien. D'accord. Donc c'est vraiment très difficile à appréhender. Aujourd'hui, nous, on est obligé de se baser sur ces recommandations d'experts. Dans ces recommandations d'experts, il y a un petit peu de liberté pour l'appréciation du docteur. Étant donné qu'il n'y a pas d'éléments de preuve, votre docteur peut vous dire je vous propose tel autre traitement alternatif et ça vaut le coup toujours d'en discuter. Et à un moment donné, on mettait beaucoup, et c'est pour ça que c'est moi qui parle de ce sujet, 20 à 30% des malades, des médecins français à l'international utilisaient un médicament qui est une chimiothérapie, qu'on utilise pour certaines autres fibroses, qu'on utilise pour certains cancers, qui est l'endoxan ou le cyclophosphamide. Et donc, il y a plein de médecins qui croyaient à ce médicament et qui se disaient bah, c'est ce médicament qui va marcher, il faut utiliser le cyclophosphamide pour ces exacerbations. Et c'est de là qu'est sortie l'idée qu'on a eue quand je travaillais avec Hilario Nunes de l'hôpital Avicenne, de monter cette étude grâce au réseau Respifil, grâce au centre de référence des maladies rares. On a une cohésion qui fait que on a pu monter cette étude dans 35 centres en France en comparant les malades qui avaient une exacerbation traitée par des corticoïdes seuls ou des corticoïdes avec de l'endoxan. Et ça, c'est un protocole de grande qualité scientifique parce qu'il est prospectif. Et il est de grande qualité scientifique, malheureusement, parce qu'on a tiré au sort les malades. Il est de grande qualité scientifique parce que, malheureusement, ni le malade ni le docteur savaient ce qu'il donnait et ce qu'il recevait. D'accord ? Et c'est que grâce à ça qu'on peut avancer en médecine, qu'avec des études de ce type-là. C'est délicat à proposer, c'est délicat à accepter, mais il n'y a que ça qui peut nous faire avancer convenablement. Sinon, vous aurez toujours des leaders d'opinion qui vont emporter les décisions dans les staffs et qui vont dire c'est comme ça qu'on traite les malades. Il n'y a qu'avec des études bien faites qu'on peut dire on a des éléments de preuve de l'efficacité ou de l'inefficacité d'un médicament. En l'occurrence, le cyclophosphamide, on a prouvé qu'il n'était pas efficace dans cette maladie, alors qu'il y avait des croyants parmi nous, que nous-mêmes et moi-même, j'étais croyant au début de l'étude, moins croyant à la fin, avant le résultat. Mais finalement, il y a eu plus de décès, malheureusement, sous cyclophosphamide que chez les malades qui n'en recevaient pas. Ce n'était pas statistiquement significatif, mais en tout cas, ça n'a pas changé la tendance et le cyclophosphamide n'a pas amélioré les choses. Donc aujourd'hui, on a sorti totalement le cyclophosphamide de notre arsenal thérapeutique et on ne met que des corticoïdes. Mais comme je vous le disais, les corticoïdes sont remis en question aujourd'hui. Et ça, c'est la deuxième étape de l'étude Hexafip. On a fait Hexafip 1, on va faire Hexafip 2. Hexafip 2, c'est comparer les corticoïdes à pas de traitement. Effectivement, dans toutes nos histoires cliniques, on a vu des malades qui ont fait des exacerbations et qui se sont améliorés spontanément. Ce n'est pas beaucoup de malades, mais on en a vu. Donc, personne ne sait si avec les corticoïdes, on fait mieux qu'avec rien. Et donc, on se propose de faire cette étude toujours dans le même réseau, grâce au système français. Alors, le système français, il a un autre avantage, c'est les urgences. Alors, ils sont en train de les détricoter, on a beaucoup pesté sur les urgences, mais c'est un avantage énorme, parce que grâce au système des urgences en France, on peut vous faire un diagnostic d'exacerbation rapide sans que ça traîne, parce que vous arrivez aux urgences à un temps donné, vous avez le scanner et vous avez l'avis spécialisé derrière. Et dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Donc, non seulement on a une cohésion du groupe de maladies rares, mais en plus, on a un système de soins
qui fait qu'on peut sélectionner facilement les malades pour rentrer dans cette étude et pour diagnostiquer rapidement une exacerbation. Donc, cette étude devrait commencer au mois de septembre-octobre. J'ai envoyé la note d'information. Normalement, j'espère que tout ça va fonctionner. Et pour pouvoir conclure, en fait, notre objectif avec le réseau Respifil, c'est de conclure sur cette question à une échéance de 1 à 2 ans. D'accord ? Alors, ça peut être très frustrant ou ça peut être très, très bénéfique. Si on prouve que les corticoïdes finalement ne sont pas efficaces, on va se retrouver avec une maladie dont on va dire on ne sait pas comment traiter. Mais en tout cas, on aura éliminé le fait de se mettre dans un coin une idée d'efficacité d'un médicament. On dira il faut qu'on trouve autre chose. Par contre, si on prouve que les corticoïdes sont efficaces, ben là, c'est tout bénéfice pour la majorité des malades et pour les médecins qui sont plus à l'aise et plutôt satisfaits d'avoir un médicament efficace quand ils ont une maladie difficile à traiter. Alors ça, c'est pour les autres fibroses. Je vous en parle peu, il y a peu de gens concernés aujourd'hui, mais vous savez aussi que les traitements immunosuppresseurs, la cortisone, est délétère pour la fibrose pulmonaire idiopathique, mais pas pour les autres maladies. Donc, le cyclophosphamide ou l'endoxan a encore une place dans les autres fibroses pulmonaires. Les autres immunosuppresseurs ont des places dans les autres fibroses pulmonaires. Alors, je vais revenir, si vous voulez bien, au traitement des facteurs déclenchants et des facteurs favorisants. Les facteurs déclenchants, on en a un peu parlé. Juste, je vous ai dit que les facteurs favorisants, c'était la gravité de la maladie. Et vous savez aujourd'hui, comme moi, qu'il n'y a aujourd'hui qu'il y a plutôt aujourd'hui 2 médicaments qui ralentissent la maladie. Et donc, en ralentissant la maladie, protègent de l'aggravation, et en protégeant de l'aggravation, protègent de l'exacerbation. Donc, les antifibrosants, en ralentissant la maladie, diminuent l'exacerbation. Ça n'a pas été prouvé avec la pirfénidone, mais les recueils de données n'étaient pas très bons. Ça a été prouvé avec le nintédanib, et donc on sait que le nintédanib diminue le risque d'exacerbation, probablement du fait de la diminution de la sévérité des malades. Alors, on revient là. Alors, maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait quand on a une exacerbation et jusqu'où on va dans la réanimation. Et ça, c'est un message très important, probablement qui doit être relayé partout, auprès de tous les docteurs, auprès de tous les malades. C'est la transplantation. C'est-à-dire que vous savez probablement que la seule solution d'une fibrose pulmonaire idiopathique évoluée au stade d'insuffisance respiratoire, c'est la transplantation. Et donc, la transplantation, il faut être éligible à la transplantation, il faut avoir l'âge de la transplantation, il faut avoir les autres organes compatibles avec la transplantation. Mais en tout cas, au moment où on fait une exacerbation, qui est un événement très grave, au moment où on passe en réanimation, où on est intubé et ventilé, ce qui va sauver les gens, c'est la transplantation. Et donc, il y a un système, encore une fois, on peut dire cocorico sur ce système français. On dit beaucoup de mal sur le système de santé français, mais il a beaucoup de bienfaits. Hein. Les urgences, moi aussi, hein, je déteste les urgences. Hein. Je déteste que mes malades aillent aux urgences, je déteste que les gens de ma famille aillent aux urgences, mais c'est extraordinaire comme système pour avoir les soins rapides et les plus complets. Et là, c'est pareil, c'est la transplantation en super urgence. Donc, les gens ont travaillé au niveau du ministère, au niveau des transplanteurs pour dire j'ai un malade qui va mal, il n'y a que le poumon qui va mal, il est en insuffisance respiratoire, on a dû l'intuber, les médicaments ne sont pas efficaces, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit la seule chose qu'on peut faire, c'est une transplantation en super urgence. Et donc là, ça suppose, et c'est là où je voulais en venir, que quand on a une fibrose pulmonaire idiopathique, on soit connu d'un centre de transplantation. Et on a eu une idée sur est-ce qu'on peut être transplanté ou pas. Alors, vous savez qu'il y a 20 ans,
on ne transplantait pas en dessous de 60 ans. Puis il y a 10 ans, on ne transplantait pas en dessous de 65 ans. Et puis maintenant, on ne transplante pas en dessous de 70 ans. Alors jusqu'où les gens vont aller? Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? C'est une discussion éthique, philosophique intéressante, très importante. Mais en tout cas, il faut que nous, pneumologues, les pneumologues généralistes surtout, ne censurent pas et ne se censure pas sur l'âge, le simple âge d'un malade pour dire je ne l'adresse pas en centre de transplantation. Il faut que ces malades soient vus en centre de transplantation et quand ils sont vus en centre de transplantation, ça donne la possibilité en cas d'exacerbation aiguë d'être transplantés. Voilà. Donc pour conclure, je dirais vraiment que c'est un événement majeur de l'histoire naturelle de votre maladie, cette poussée aiguë. Elle est responsable d'une mortalité importante au cours de la fibrose pulmonaire, mais des autres fibroses aussi, que le meilleur traitement reste à déterminer. Personne ne sait comment traiter. Personne ne peut se gargariser de savoir comment traiter cette maladie. D'accord ? Il faut qu'on reste très, très humble devant cet inconnu-là. La réanimation, on envoie en réanimation des gens qui ont fait un bilan avant la transplantation et surtout, on essaye de ne pas attendre pour adresser le patient à un centre de transplantation pour pouvoir les transplanter le cas échéant sur un épisode aigu. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Micro, Françoise. Merci, docteur Nakache. Oui, j'avais oublié de réactiver mon micro. On a appris beaucoup de choses sur votre intervention. Maintenant, je peux laisser la parole. Qui veut prendre la parole, poser une question au docteur Nakache sur les exacerbations, une question précise? Je vais poser la première, Françoise, Oui. pour lancer la dynamique. Merci, docteur Nakache. Aussi, comme l'a dit Françoise, c'était très clair. Il y a un point pour moi qui est un petit peu moins clair. Vous l'avez abordé à plusieurs moments dans votre présentation. C'est effectivement, d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'on fait quand on pense qu'on a une exacerbation? Et à un moment, vous dites, de toute façon, c'est une évolution sur plusieurs jours. Donc, il faut voir son médecin généraliste qui va peut-être faire un premier tri et puis après envoyer au pneumologue. Et puis, d'un autre côté, à un moment, vous dites, le meilleur diagnostic, c'est les urgences. Et donc, c'est pas forcément très clair pour moi, effectivement, à partir de quand on s'inquiète, déjà. Et puis, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, effectivement? Est-ce qu'il y a une majorité de cas où c'est le médecin généraliste? Est-ce qu'il y a des cas particuliers où on doit déranger son pneumologue? Et est-ce qu'il y a des cas particuliers où on doit appeler le SAMU et aller aux urgences? En fait, quand on est porteur d'une maladie, on est un peu comme un enfant. Et c'est-à-dire qu'il y a des parents qui, à la 48 heures ou 24 heures de tout, vont voir un médecin. Et moi, je crois que dans votre situation, sauf si vous en avez l'expérience et que vous êtes auto-éduqué, il faut assez rapidement voir son médecin traitant et que votre médecin traitant soit assez facilement disponible pour vous en cas de problème. Et donc, alors on a des exemples très récents sur ce sujet. Le médecin traitant peut très bien s'en sortir avec une bronchite et il va vous diagnostiquer une bronchite, il va vous traiter votre bronchite, vous allez aller mieux. Et puis, vous avez été confronté ni au pneumologue avec son grand hôpital où personne n'a répondu au téléphone, ni avec les urgences où vous avez attendu 5 heures en salle d'attente. Mais il y a une histoire de timing, c'est-à-dire que les choses doivent s'améliorer 48 à 72 heures après. Il ne faut pas traîner 4 jours avec une aggravation de ces symptômes. Il faut avoir vu son médecin traitant et après l'intervention du médecin traitant, il faut constater une amélioration. Et s'il n'y a pas d'amélioration, c'est là la place du pneumologue. Quelle est la place des urgences? En fait, l'événement exacerbation vous met très souvent dans un état d'insuffisance respiratoire avec un manque d'oxygène. Et là, il n'y a pas photo. Il n'y a plus de discussion. Quand le soufflement est trop important et c'est aggravé suffisamment pour que vos gestes de la vie quotidienne que vous faisiez la veille, vous ne puissiez plus la faire, là, c'est la place. Alors, si le pneumologue a la capacité de vous prendre en direct,
c'est encore mieux. Mais en tout cas, c'est la place des urgences. Et c'est grâce au système des urgences que nous, on a pu dépister tous ces malades et d'avoir 120 malades dans Hexafib. Mais donc dans votre appel au système de soins, dans votre accès au système de soins, vous devez prendre en compte la gravité de vos symptômes, puis vos ressources du point de vue des médecins, parce que la gravité des symptômes, c'est aussi subjectif, et vos ressources au niveau des médecins qui peuvent vous orienter. Et quand même, le premier d'entre eux, c'est le médecin généraliste. Donc voilà comment je répondrai. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci, docteur Nakache. C'est plus clair comme ça. Ouais. J'avais une question d'une patiente, une de vos patientes d'ailleurs, qui est absente aujourd'hui, mais qui m'a demandé de vous poser la question. Sa santé est aggravée et sa fibrose s'est étendue. Elle a eu le Covid en janvier de façon assez light, aucun symptôme grave. Sa question est, est-ce que le Covid ou l'arrêt de l'OFEV, est-ce que c'est le Covid ou l'arrêt de l'OFEV qui a conduit à cette exacerbation ou les deux? Est-ce qu'il ne serait-il pas prudent de reprendre l'OFEV, car il lui semble que c'est plus la maladie que le médicament qui lui fait ces exacerbations en fait. Alors là, bon, la question est comme d'habitude pas facile. D'abord, encore une fois, il faut qu'on essaye de faire la distinction autant que possible entre l'aggravation progressive et les exacerbations qui ont une poussée assez brutale. Et c'est simple, hein, la différence, c'est que l'aggravation progressive, c'est sur plusieurs mois, 2-3 mois, et on n'est pas du jour au lendemain un peu moins bien ou d'une semaine sur l'autre un peu moins bien. Ensuite, le Covid, effectivement, a été bien incriminé dans les exacerbations. On sait que le Covid peut donner des exacerbations. On sait peu, ou pas suffisamment encore, sur le fait que ça fasse des malades qui progressent plus vite derrière, qui perdent plus vite 2 ou 3% de CV progressivement dans les mois après Covid. Surtout les gens qui ont fait des Covid asymptomatiques ou peu symptomatiques parce qu'ils étaient vaccinés. Donc ça, on n'a pas la réponse à cette question. L'arrêt des antifibrosants répond à un questionnement de bénéfice-risque. Et c'est-à-dire que on arrête les antifibrosants de façon évidente quand on a une toxicité des antifibrosants sur le foie. Là, il n'y a plus de question. Les maladies hépatiques peuvent être trop graves pour qu'on continue les antifibrosants. Mais parfois, on les arrête parce qu'il y a une qualité de vie très médiocre avec les antifibrosants. Et donc, c'est le rôle de cet échange qu'on a avec le malade, de se dire, est-ce que tout d'un coup, vous n'avez plus de diarrhée, vous avez repris 2 kilos, vous arrivez à manger plus facilement et du coup, votre vie est meilleure aujourd'hui ou est-ce que finalement, ça n'a rien fait et on sait que la fibrose elle-même crée des troubles digestifs et un amaigrissement. Donc, l'analyse du dossier doit être très stricte pour savoir si c'est au moment de l'arrêt de l'OFEV qu'on a constaté une progression. On ne peut pas répondre. Vous savez tous que les antifibrosants ralentissent la maladie. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre 200 millilitres de CV ou 250 millilitres de CV dans l'année, on va perdre 120. Mais ça, c'est une moyenne. Individuellement, si sous OFEV, vous perdez 200, peut-être que 100, vous perdriez 400. Ou peut-être que 100, vous seriez... Donc, l'analyse, moi, si vous voulez que je réponde précisément à un effet de l'arrêt de l'OFEV, il faudrait que je constate que le malade est stable. J'arrête l'OFEV, il s'aggrave, je remets l'OFEV, il stabilise. Là, je sais que c'est l'arrêt de l'OFEV. Mais au bout de combien de temps, vous pouvez le savoir? C'est 3 à 6 mois. C'est 6 mois. On ne peut pas trop se rendre compte de choses avant 6 mois. Donc, c'est vraiment de la finesse d'analyse de dossier, c'est très difficile. Encore une fois, vous savez que sous antifibrosants, alors sous réserve de la nouvelle étude qui va sortir sur les nouveaux médicaments, que les antifibrosants ne font que ralentir la maladie, ça veut dire que quand on vous voit d'année en année,
On ne va jamais vous dire ça va mieux. On va vous dire ça va. Il y a 10% des malades qui s'améliorent, mais pas beaucoup, ça ne fait pas beaucoup. Donc, on va vous dire, bah, ça s'est un peu dégradé, mais pas trop. Mais, donc, c'est très difficile à analyser l'efficacité des antifibrosants pour vous comme pour nous. Donc, voilà, je ne peux pas répondre plus précisément que ça, si ce n'est rentrer dans le dossier. Philippe, vous aviez activé votre micro, s'il vous plaît, vous aviez une question. Et puis après, oui, j'ai vu, oui. Allez-y, Philippe. Je veux d'abord remercier M. Lacache pour cet exposé très intéressant sur un sujet qui me paraît fondamental dans le cas de cette maladie. Il y a une question particulière, peut-être un peu plus personnelle, mais pas uniquement, je crois que ça concerne beaucoup de gens de façon générale, c'est les relations qu'il peut y avoir entre les facteurs déclencheurs de cette fibrose idiopathique et le traitement de l'apnée du sommeil. Pour plusieurs raisons. D'abord, par le risque de reflux gastro-œsophagien qui est hyper fréquent, au moins avant appareillage, et par le risque d'infection sur lequel j'ai des gros doutes par l'intermédiaire des tubulures de ventilation, sans parler des risques qui ont été signalés il n'y a pas longtemps pour une marque précise d'appareillage de produits toxiques dans l'engin lui-même. Alors, est-ce que ça a été envisagé que ça pouvait être un facteur déclenchant? Est-ce que ça peut amener à remettre en question le traitement mécanique de l'apnée du sommeil pour éviter ce genre de choses? Alors, effectivement, alors, je ne suis pas un spécialiste de l'apnée du sommeil, mais effectivement, il y a quand même un gros trou noir des études sur l'apnée du sommeil, des risques d'infection par les tubulures. Et effectivement, mais vous devez être confronté au conseil des prestataires qui doivent vous dire de nettoyer, renettoyer, etc. L'apnée du sommeil provoque des manques d'oxygène qu'on appelle hypoxie, hypoxémie nocturne, brutale, d'une durée parfois un peu longue, qui participent à l'aggravation de la maladie. On n'a pas prouvé que ça augmentait les exacerbations, mais participe à l'aggravation, notamment sur le retentissement cardiaque avec l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, comme pour le reflux gastro-œsophagien, il ne faut certainement pas appareiller tout le monde et n'importe qui. Mais comme pour le reflux gastro-œsophagien, si un malade a une apnée du sommeil, dont on sait qu'elle est délétère chez tout le monde, hein, chez le monsieur tout le monde, fibrose ou pas fibrose, on sait que ça fait des catastrophes, cette apnée du sommeil. Et d'ailleurs, on ne sait pas comment on va s'en sortir parce qu'on est 66 millions. Il va falloir enregistrer 66 millions de personnes pour savoir combien il y en a qui ont de l'apnée. Mais on ne peut que conseiller et vivement conseiller un traitement d'une apnée du sommeil symptomatique chez les patients qui ont une fibrose. Alors, petit bémol, dans les exacerbations et les aggravations, il y a du stress mécanique du poumon. C'est-à-dire que si vous prenez votre poumon et vous lui balancez de l'air dedans, vous l'agressez surtout sur un poumon qui ne s'expand pas facilement. Et on pense que ce stress mécanique n'est pas bon pour la fibrose non plus. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, j'ai quand même... Donc, ça, c'était juste une parenthèse un peu négative sur la ventilation. Globalement, l'hypoxémie nocturne, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Il faut l'éviter. Donc, on ne peut pas prôner l'absence de traitement sous réserve des risques que ça peut comporter sur les infections et sur le stress mécanique. Merci. Dominique, tu voulais poser une question? Réactive ton micro, s'il te plaît. Tu peux réactiver ton micro, Dominique? Je suis un peu, voilà. Ça y est. Merci beaucoup, docteur. C'était particulièrement intéressant. Et je voulais juste revenir sur 2 points sur l'aspect de ce qui déclenche. Vous avez parlé tout à l'heure de fibroscopique, vraisemblablement plutôt LBA, et je voulais vérifier avec vous si éventuellement on peut avoir un risque de déclenchement avec une fibroscopie digestive,
coloscopie, par exemple, quand on fait les deux. Et puis, vous avez également parlé de chirurgie, vous avez parlé, à titre d'exemple, poumon, évidemment, et cancer du poumon, mais est-ce qu'il y a aussi un risque, un déclenchement possible sur toutes les chirurgies? Et auquel cas, lesquelles? Ouais. Alors, là, ces données-là ne peuvent être issues d'une recherche bibliographique sérieuse dans nos données bibliographiques. Et surtout, vous savez que les docteurs, alors vous savez que les revues médicales, c'est exponentiel, hein. On a des millions, des milliers de revues là. Et moi, j'ai des alertes tous les lundis. Je reçois tous les papiers publiés sur lesquels il y a écrit FPI. Et donc, tous les lundis, je reçois 50 titres d'articles et que je dois sélectionner. Et donc, c'est de là. Et donc, chaque docteur, si j'ai un cas comme ça d'un malade qui fait une coloscopie, une exacerbation, que ça n'a pas été décrit, je vais le décrire. Alors même que ça pourrait être complètement par hasard. Donc, pour répondre précisément à votre question et par rapport à ce que je sais de la bibliographie de ce sujet, c'est que, a priori, la fibroscopie gastrique et la coloscopie ne sont pas des risques parce qu'il n'y a pas quand même d'interaction sur le poumon. Par contre, toute chirurgie, parce qu'il y a une anesthésie, parce qu'il peut y avoir une intubation, parce qu'il y a une ventilation mécanique, ou parce que c'est une chirurgie abdominale et qu'on va modifier le travail du diaphragme, toute chirurgie potentiellement peut donner un risque d'exacerbation. D'accord ? Alors, les coloscopies et fibroscopies se font parfois sous AG, ce n'est pas les mêmes anesthésies générales, mais voilà. En tout cas, pour vous répondre aussi, je dirais que quand je suis un malade qui a une FPI, s'il a un saignement digestif, je ne vais pas contre-indiquer l'examen pour prouver d'où vient le saignement digestif. S'il a une cholécystite, c'est-à-dire qu'il faut lui enlever la vésicule, et je veux voir le dossier pour voir où il en est, pour voir comment on peut enlever les vésicules et si ça peut être retardé ou pas. C'est pas pareil, c'est une chirurgie. Merci. Merci, docteur Nakache. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la parole, poser une question de Yves? Vas-y, Yves. Merci, docteur, pour vraiment tout l'exposé, puisqu'il répond à bon nombre de nos préoccupations. Et si l'inconnu reste quand même le sujet qui nous préoccupe le plus, on va simplement très modestement essayer aussi de faire des petites synthèses à partir de ce que vous avez pu apprécier. Il y a en particulier au niveau des COV, j'ai quelques petites questions. L'une fait l'objet déjà d'une réponse puisque Philippe a posé exactement la même question. En ce qui concerne les COV, je voulais simplement vous faire part d'une petite expérience. J'ai utilisé beaucoup de COV, j'étais scientifique, et j'interdisais au laboratoire d'entrer lorsqu'il y avait du xylène. Tous les bétex, éthylène, toluène, même le toluène était déjà très, très critiquable, mais quand on arrivait au xylène, c'est simple, les gens, 3 jours après, toussaient encore. Alors, je me posais des questions, est-ce qu'il y a une altération de l'alvéole pulmonaire? Je n'en sais rien, mais je savais que c'était redoutable. Quant à l'ozone, j'ai pu faire récemment une petite enquête puisque j'ai travaillé dans le domaine du traitement des eaux, en traitement final, où on utilise bien sûr des gros ozoneurs. Aucune personne atteinte de maladie pulmonaire n'a fait état d'exaspération, directement applicable à l'ozone. Ça, j'ai fait, c'est très récent, hein, ça n'a que 15 jours, ces données, mais c'est fait quand même avec la plus grosse société mondiale de traitement des eaux, elle est française. Donc, je me pose la question, comment peut-on faire des corrélations pour les BTEX? Moi, je n'y arrive pas du tout, j'essaye de trouver des données. Est-ce qu'il existe pour cela des publications qui font état de ces corrélations objectives? Alors, les analyses sur la pollution, vous avez raison, sont discordantes.
Oui. entre plusieurs études. Et c'est très difficile, très, très difficile. Et donc, méthodologiquement, alors c'est d'autant plus intéressant que j'ai été amené à reviewer, à analyser un des articles, et j'étais très gêné par la méthodologie. Et donc, il y a 2 articles sur 3 qui montrent que l'ozone est toxique et l'autre qui ne le montre pas. D'accord, mais il n'empêche que il y en a 2 sur 3 qui disent. Alors, donc la méthodologie est un peu particulière, c'est-à-dire que ils prennent la période du malade où il a fait son exacerbation, ils regardent sur les données biométriques, enfin les données générales de pollution s'il y a eu de l'ozone, et puis comme les autres font pas d'exacerbation, ils prennent à la même période leur taux d'exposition à l'ozone à la même période que la personne qui a fait l'exacerbation. Donc, méthodologiquement, c'était discutable. Donc, c'est très difficile. Il faut se méfier aussi des contre-études des pollueurs. C'est-à-dire que les pollueurs sont bien plus forts que nous scientifiquement, bien plus forts que nous. Et donc, d'accord, les marchands de tabac sont bien plus forts que nous. Et donc, les gars, ils nous ont dit la nicotine est extraordinaire pour l'intellect. Vous allez être super performant, vous allez être beaucoup plus intelligent. Et donc, je préfère donner crédit à sur un système de précaution, à une étude qui va me dire c'est un peu dangereux, surtout si ce n'est pas un élément majeur dont la vie de l'humanité dépend. Si on peut limiter l'exposition à l'ozone, tant mieux. Je préfère donner de crédit à ça, tout en restant critique, que de dire à mes patients, il n'y a rien, il ne se passe rien, faites comme, voilà. Alors, pour ce qui est des autres éléments chimiques, des composés organiques volatiles, il n'y a pas, j'ai pas grand-chose comme données scientifiques. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il est 15h11. Je pense que le docteur Nakache... Serge, Françoise. Serge. Bonjour. Je voulais vous poser comme question de savoir comment vous parliez à vos malades de la possibilité qu'il arrive une aggravation aiguë. Et parce que on comprend bien que l'exacerbation aiguë fait partie des choses, de plusieurs diagnostics qui peuvent être mises en cause finalement dans une aggravation de manière générale. J'ai l'exemple d'un ami qui a eu une exacerbation il y a très peu de temps. Je crois que il a pu être référé à son pneumologue spécialisé au bout de 3 semaines. Il avait supporté cette aggravation. C'est pas une négligence, mais il savait pas trop finalement. Et il attendait même le rendez-vous qu'il avait quelques semaines plus tard. Donc, avec lui. Donc, on a effectivement des réactions qui sont peut-être pas très rationnelles. Donc, comment on peut, dans un contexte, si vous voulez, d'éducation thérapeutique du patient, parler de ces choses-là, notamment en amont, prévenir, dire que ça peut arriver et que quand ça arrive, c'est exactement comme ça, les symptômes seront ceux-là. Et aussi, sous question, comment vous pouvez utiliser, pour ceux qui le font, l'oxymètre, qui est un usage sûrement discutable, mais toute cette pratique que vous avez, vous. Alors, donc on progresse dans la vie. Nous, on n'a pas fait de formation d'annonce, mais on a travaillé, on progresse. Et donc, aujourd'hui, je sais qu'il faut prévenir les malades de cette possibilité d'aggravation et qu'il faut prévenir le malade du fait que cette possibilité d'aggravation, c'est ce qu'on a dit en tout début de questionnement, doit être référé en cas d'aggravation peu importante au médecin traitant, en sachant que en cas de non-amélioration dans les jours suivants, il faut que le pneumologue, que le système hospitalier rentre en jeu pour agir chez ce malade, et en disant au malade qu'il existe des poussées. En fait, c'est une exacerbation, c'est une poussée de la maladie inflammatoire. Donc ça doit être annoncé au malade
au moment de l'annonce, non pas à J1, parce qu'on va voir que l'annonce, ce n'est pas quelque chose de facile, mais qu'il faut que les malades soient informés de ça sous cette forme-là. Il existe des poussées de la maladie qui justifieront que vous soyez hospitalisé pour un traitement d'attaque. Et aujourd'hui, même demain, je dirais aux malades, on ne sait pas comment traiter cette maladie et en France, on étudie le traitement de cette maladie. Le saturomètre, c'est super intéressant parce que personne n'utilisait de saturomètre avant le Covid. Et puis le Covid a dit, mais finalement, ce saturomètre, c'est comme un thermomètre, c'est comme la température. C'est pourquoi on n'utiliserait pas le saturomètre? Et oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Dans votre prise en charge personnelle de votre maladie, comme un thermomètre, vous devez avoir un saturomètre. Et comme un thermomètre qui est afficherait 39,5, vous devez savoir que si votre saturation de base c'est 92, si vous réveillez le matin à 89 et que vos doigts sont chauds et qu'il n'y a pas de problème de capteur et que 2 heures plus tard c'est encore 89 et que vous ne vous sentez pas très bien, il y a un problème. Et donc je pense que la place du saturomètre dans votre prise en charge et dans votre prise en charge personnelle est importante. Et j'aurais tendance à le préconiser aujourd'hui. Active ton micro, Serge. Une dernière question de la part donc, de cet ami. Il a compris, donc son pneumologue lui a laissé entendre que le fait d'avoir fait une première exacerbation risquait risquait plus facilement, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais augmenter le risque d'en faire une autre. Et il se posait la question dans quel délai ça pouvait survenir. Donc, cette fragilité récidivante. Alors, effectivement, le fait d'avoir une exacerbation est un facteur de risque de faire une nouvelle exacerbation. Et que, alors, dans les délais, c'est les mois d'après, hein, c'est les semaines ou mois d'après. Ce n'est pas 1 an ou 2 ans plus tard. 1 an ou 2 ans plus tard, on n'a plus ce surrisque. Mais dans les semaines ou mois d'après, disons 3 mois, on a un risque de refaire une exacerbation. Ouais. Aïcha, tu avais quelque chose Voilà. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonjour, merci docteur pour votre exposé extrêmement intéressant. Donc moi j'ai plusieurs remarques. Premièrement, concernant le fait qu'une exacerbation dans les 10 jours ou 3 semaines suivant une infection du Covid ou une chirurgie peut avoir lieu. Sachant cela, et dans le cadre d'une prévention, est-ce que vous avez un traitement préventif? Je crois que vous avez commencé à en parler. Est-ce que, voilà, combien de temps, deuxième question, combien de temps peut durer une exacerbation, sachant que, en tant qu'aidante, il y a eu une fois, mon mari a commencé à avoir des difficultés. Et voyant qu'il s'étouffait, j'ai appelé le 15 et le 15 m'a demandé s'il avait les lèvres bleues. Il n'arrivait plus du tout à respirer, il étouffait. Voilà. Et donc, non, il n'avait pas les lèvres bleues, mais il était très, très mal. Et donc, il m'a demandé d'aller à l'hôpital, aux urgences. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, on est resté 6 heures avant qu'on s'occupe de nous. Et donc là, après, petit matin, on est revenu sans avoir été vraiment traité. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'est-ce que vous préconisez concernant la prévention, sachant qu'il y a eu, s'il y a tel et tel phénomène. Bon. Et puis, vous avez dit que la pirfénidone, je crois que c'est la pirfénidone, oui, le nintédanib, diminue les exacerbations. Est-ce qu'à titre préventif, un pneumologue, sachant que vous avez eu tel antécédent, augmente, par exemple, mon mari a un dosage un peu moindre du nintédanib parce qu'il ne le supporte pas à 150 mg. Voilà. Ok.
Alors, donc la prévention des facteurs déclenchants, c'est prévenir les infections. Une fois qu'on a l'infection, si on a la grippe ou si on a le Covid, et que c'est un Covid pas grave, alors il y a les traitements du Covid, maintenant on ne sait pas trop ce que ça fait, mais il y a des Covid pas graves qui guérissent. On ne peut rien faire derrière pour éviter l'exacerbation si elle doit venir 3 semaines plus tard. Donc, vraiment, prévention des facteurs déclenchants, c'est prévention des infections avec tout ce qu'on a donné comme consigne sur les vaccinations, le lavage des mains et l'absence de contact avec les gens malades et le port de masque. Et voilà. Pour ce qui est du passage d'une intédanib, d'augmenter la dose, là encore une fois, c'est un bénéfice-risque. Effectivement, vous êtes assez nombreux à avoir des doses à 100 mg x 2. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de données scientifiques sur l'effet de cette diminution de dose, même si on sait dans les études que le groupe de malades qui a diminué sa dose a la même efficacité a priori que ceux qui ont une pleine dose, mais c'est des études dont la validité scientifique peut être discutée parce que ce n'est pas facile à faire. Donc non, s'il n'avait pas toléré 150 x 2, ce n'est pas après une infection ou après une chirurgie qu'on va le pète à 150 x 2 parce qu'au contraire, on va le fragiliser, on va lui mettre la diarrhée. Bon, le pire, c'est de ne plus prendre du tout de traitement, on pense. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Après, c'est très difficile, et vous en êtes un très bon exemple, hein, de savoir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer, qui vont augmenter l'aggravation de la dyspnée, de l'essoufflement. C'est-à-dire, on peut avoir une anémie, on peut avoir tout d'un coup une tachycardie avec le cœur qui s'emballe, on se sent plus essoufflé. Ou alors on peut être stressé parce qu'on a une contrariété. Et ça, on le connaît très bien chez les asthmatiques. Hein. On a des vrais asthmatiques qui font des crises de stress et qui vont aux urgences. Et après, il y a l'évaluation objective. Le monsieur du SAMU vous dit est-ce qu'il a les lèvres bleues? Mais vous, il ne sait pas si vous n'êtes pas daltonienne ou si vous êtes malvoyante. Donc vraiment, le critère vrai, c'est la saturation. Donc si les gens peuvent avoir un saturomètre, là, il n'a plus à vous demander les lèvres bleues, il a juste à vous demander la saturation. Merci beaucoup. Merci, docteur Nakache. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. On va peut-être vous libérer parce que vous avez quand même consacré beaucoup de temps et je vous en remercie au nom de tous les participants et de toute la communauté de patients, puisque tout le monde pourra voir et revoir votre intervention sur notre site internet que l'on mettra à notre enregistrement. Donc, merci de nous avoir permis de mieux comprendre tout ce qui tourne autour de l'exacerbation et comment reconnaître les symptômes et ainsi l'avantage des traitements. Merci à vous, docteur Nakache. Merci beaucoup à vous. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à très bientôt.